Donc juste rapidement, 3D Fab, c'est un labo commun entre trois labos. Un qui fait plus de la chimie, un autre qui fait de la bio, un autre qui fait des matériaux. Donc nous on est plutôt la branche bio, c'est pour ça que vous allez voir il y a beaucoup de bio là. D'habitude on fait plutôt des ateliers avec de l'impression 3D. Aujourd'hui comme c'était carte blanche, on a dit on va faire des cellules. Donc, du coup c'est très focalisé sur la partie cellule de l'impression 3D, parce que nous on fait de la bio-impression, donc vous verrez là, vous pourrez venir, donc ça va être interactif, il va falloir vous lever, revenir voir, vous pourrez même manipuler si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas trop peur. Il faudra s'équiper. Donc la grosse problématique sur cette partie-là de l'activité, c'est la stérilité. Donc là, on a plein de dispositifs pour rester stérile. Ici, ça marche pas, hein. Mais vous allez voir qu'il faudra mettre des choses pour pas contaminer les échantillons. C'est un peu le principe. Et l'idée là, c'est de vous montrer du départ les cellules, comment ça se cultive, et quelle tête elles ont quand elles se cultivent avec le microscope, comment on les récupère pour pouvoir en faire de l'encre qui s'imprime, pour pouvoir faire des tissus vivants. Et à la fin, vous avez ici, dans la boîte qui est là, un échantillon de peau qui a été imprimé. On l'avait déjà montré une ou deux fois, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer ça. Et de vous montrer un peu les contraintes, la complexité de la chose. Donc là, il y aura deux types de cellules, des cellules de derme et des cellules de derme mais fluorescentes. Donc on pourra aller voir fluorescentes sur l'écran. Donc c'est à peu près tout. L'idée c'est que vous posiez des questions, que vous veniez interagir aussi, que vous ne restiez pas figé au fond. De toute façon, il faudra venir, si vous voulez voir quelque chose dans le microscope, après on les verra ici, mais l'idée c'est quand même de venir voir comment ça se manipule, quels sont les outils, et puis voilà, comment ça se comporte. Ça marche comme ça? Qui c'est qui commence? C'est toi qui commence, je pense. Bonjour, donc déjà je m'appelle Emma, moi je suis enseignant-chercheur dans l'équipe. Et on travaille beaucoup avec des cellules, donc je pense que déjà je vais peut-être vous parler un petit peu de comment on utilise des cellules, à quoi elles servent en général, avant d'attaquer. Et puis après il y a Chloé qui est doctorante dans le laboratoire, qui a aussi des projets d'impression 3D pour refaire des tissus vasculaires. Nous on fait différents types de tissus, là on vous a amené que des cellules de derme, mais on a d'autres types de cellules, elles ont toutes des formes différentes, donc on va en voir deux. Elles se ressemblent beaucoup, mais si vous regardez en fait sur internet, vous tapez cellules, vous allez voir que les cellules ont déjà d'elles-mêmes des morphologies et des structures différentes. Donc nous, quand on imprime un tissu, au final, on met quelques cellules dans une encre et on attend que ces cellules se multiplient pour pouvoir refabriquer un tissu. Et pour pouvoir mettre quelques cellules dans une encre, en fait, il va falloir les cultiver, donc les faire se multiplier en amont, pour pouvoir les avoir dans les bonnes formes, les bonnes étapes, pour pouvoir refabriquer les tissus. Donc là, je vais vous montrer déjà, pour commencer, les cellules, quelle tête elles ont. Et avant de pouvoir manipuler quelconque matériel vivant, il faut forcément s'équiper. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire à côté. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire les conneries, moi je parle. Du coup, on met en général des gants. On met forcément des gants. Là, nous, on travaille avec un masque et une charlotte parce qu'on travaille dans les conditions P2. Donc, c'est-à-dire c'est des espaces qui sont contraints au niveau des flux, de la stérilité, du nombre de particules qu'il va y avoir dans notre espace de travail. Donc, on essaye au minimum de contaminer nos échantillons et du coup, on est obligé de s'équiper. Après, ce qu'on n'a pas ici, qu'on n'a pas pu déplacer, c'est qu'on travaille sous des PSM, donc c'est des postes de sécurité pour la manipulation, où on va avoir une filtration de l'air au-dessus de nos échantillons pour éviter en fait d'apporter des micro-organismes ou des particules qui vont pouvoir contaminer nos cellules. Donc je vais aussi m'équiper du coup. Est-ce qu'on arrive à parler avec ça? Donc ça tient très chaud. C'est vraiment compliqué. Donc les salles sont forcément climatisées. Donc c'est des salles, comme disait Emma, qui sont stérilisables, climatisées. On a chaud. Ça fait de la buée sur les lunettes si on a des lunettes. Voilà, c'est assez contraignant. Les gants, ça tient chaud. Certaines personnes sont allergiques à la poudre de latex qu'il y a dedans. Voilà. Il y a plein de petites contraintes comme ça qui viennent avec cette partie de la recherche, mais qu'on ne peut pas passer à côté si on veut pouvoir travailler derrière.
La stérilité, c'est aussi parce que une fois qu'on a imprimé le tissu, on va le garder 3 semaines, 4 semaines, des fois 8 semaines en culture. Donc pendant tout ce temps-là, il ne faut pas que ça soit contaminé par des bactéries, par des champignons. Et donc voilà, c'est hyper contraignant pour ça. Mais c'est le seul moyen pour qu'on puisse arriver à faire des tissus vivants qu'on a fabriqués au laboratoire à partir de cellules. Et à quoi servent ces tissus vivants que vous avez Alors, nous, notre objectif premier, c'est quand même de faire des tissus pour les réimplanter. C'est pas ça qui est le plus rapide à faire, parce que la réglementation est un peu compliquée. Les applications directes tout de suite, plus faciles à mettre en œuvre, c'est des tests de composants actifs, des tests par exemple pour la peau, ça sert beaucoup pour faire les tests de cosmétologie ou des choses comme ça. On fait aussi des micro-tumeurs ou des tumeurs pour du test d'actifs. On fait voilà, toutes ces choses-là, ça marche plutôt bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de réimplanter les choses. Donc, par exemple, sur la peau, on fait des étapes de préclinique, là, où on essaye de réimplanter la peau qu'on a imprimée sur des animaux. Mais l'objectif pour nous, c'est la médecine régénérative. Les cellules. Donc déjà, là on vous a ramené quelque chose qui permet de maintenir les cellules en vie. C'est pas les systèmes qu'on a en laboratoire. C'est un petit incubateur, ce qu'on appelle un incubateur, ce que vous voyez ici. En fait, c'est une enceinte qui est thermostatée parce que vos cellules, elles sont dans votre corps et donc du coup, elles sont à 37 degrés. C'est ça qui permet qu'elles restent en vie. Il y a des cellules qu'on peut utiliser aussi pour la production ou pour étudier justement des molécules qui sont des cellules par exemple d'insectes. Un insecte, il a une température corporelle à 27 degrés. Donc là, on va mettre les cellules dans un incubateur à 27 degrés par exemple. Donc là, l'incubateur qu'on a ici, il est régulé uniquement en température, mais on va avoir aussi d'autres contraintes pour pouvoir cultiver des cellules, c'est qu'il faut qu'elles soient dans un pH qui est neutre, qui est autour de 7. Pour pouvoir faire ça, on a des milieux de culture, donc dans lesquels on a tous les nutriments qui sont nécessaires pour la croissance d'une cellule. Donc une cellule a besoin, comme vous, de sucre, d'acides aminés, de vitamines. Donc tout ça se retrouve dans les milieux de culture. Vous allez voir, on en a un à l'intérieur. Et dans ces milieux de culture, on a aussi un élément qui permet de tamponner le pH. C'est-à-dire qu'en fait, il va permettre au milieu de culture d'être toujours aux alentours de 7. Pour pouvoir avoir un tampon, un effet tampon, on va mettre nos cultures dans des incubateurs où on injecte du CO2. Et en fait, ce CO2 va permettre de tamponner justement la culture cellulaire et d'avoir quelque chose qui est toujours aux alentours de 7. Donc ça veut dire que là, nos cellules, si on les laisse là-dedans, dans 1 heure, dans 2 heures, le tampon sera plus bon. Et donc du coup, elles vont mourir parce que ça sera juste trop basique ou trop acide. Donc on a vraiment des équipements dédiés. L'autre équipement de base, c'est forcément un microscope parce qu'en fait, on va régulièrement regarder nos cellules. Nous, on sait, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. Il faut beaucoup regarder les cellules pour savoir si elles vont bien ou pas. On sait que là, les cellules qu'on a ici, c'est des cellules de fibroblastes. Elles ont une morphologie qui est correcte. Elles sont bien structurées et donc on va pouvoir s'en servir. Donc c'est une expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des années, du temps, de savoir si nos cellules sont dans un bon état ou pas. Et donc on a besoin d'un microscope. Donc ici, ce qu'on voit, c'est un tapis qu'on dit confluent. En fait, on a des cellules qu'on a accrochées sur une surface. Au début, on a des boîtes qui sont vides, qui sont pas du tout là. Ils sont là. Hop. Donc ça, c'est nos boîtes de culture qui sont stériles. C'est-à-dire que le fabricant nous envoie une boîte vide, stérilisée à l'intérieur. Il n'y a pas de contaminants. On a un petit filtre à l'entrée qui permet justement de faire passer le gaz et donc du coup d'avoir un effet tampon. Et donc dans cette boîte-là, au fond, il n'y a rien. D'accord ? La cellule va être capable de s'accrocher sur le fond de la boîte. Elle a besoin de s'accrocher parce que vos cellules dans votre corps, en fait, c'est des tissus. Donc elles sont toutes accrochées les unes aux autres. Si vous mettez une cellule comme ça dans un liquide, elle va mourir parce qu'elle a besoin d'être accrochée pour survivre et pour pouvoir se multiplier. Donc ici, au départ, on a mis quelques cellules sur le fond de la boîte et on les a laissées se multiplier pour arriver à un tapis cellulaire confluent. C'est la méthode qu'on utilise pour multiplier, amplifier nos cellules. Et ensuite, on va les récupérer de cette boîte et on va justement les mettre dans une encre pour pouvoir faire des tissus, etc. Mais on est obligé de passer par cette étape pour pouvoir avoir suffisamment de cellules pour pouvoir faire nos expériences.
Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est la technique de base d'amplification cellulaire. Comment on fait pour multiplier ces cellules et pour du coup les récupérer. Donc là, on va avoir besoin, pour pouvoir faire une encre, pour pouvoir faire des essais, de récupérer les cellules qui sont accrochées au fond de la boîte. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle le passage, un passage cellulaire. On va venir décoller les cellules et on va les remettre dans une autre boîte, ou alors on va s'en servir pour faire une expérience. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Juste pour une précision, je ne sais pas si tu l'as dit. Donc là, on a des cellules humaines primaires, donc elles viennent directement de quelqu'un, une biopsie de peau. Et on travaille quasiment exclusivement avec des cellules comme ça. Donc des cellules qui viennent d'un donneur de la banque de tissus à Lyon, qui on récupère des cellules. Donc ça peut être des cellules de peau, ça peut être des cellules de lipoaspira, donc on va avoir des cellules adipeuses, des cellules vasculaires, etc. Ça va être de l'épiderme, du cartilage. Enfin, à chaque fois, des cellules de... Ça répond un peu à votre question aussi. L'idée, c'est de refaire des tissus humains. Et notre but, nous, c'est de refaire des tissus humains qu'on appelle autologues. On prend du tissu à quelqu'un, on refait du tissu pour une personne précise, etc. Je voulais juste préciser. Tu veux faire la trypsination, toi? Allez. C'est vrai, vas-y. C'est moi qui ça va être compliqué de faire. Le commentateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir voir les cellules sous microscope? Parce que quand elles seront décollées, il n'y aura plus rien. Il y a quelqu'un qui veut manipuler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la manip? Moi, je guide. Un masque. Charlotte? Toi, t'es chaud, toi, non? Il est chaud. Allez. Pour enlever la veste. Vous pouvez être deux, hein? Vous pouvez venir regarder les cellules, là, dans le microscope. Normalement, même si elles sont projetées sur l'écran, c'est possible de les voir aussi à l'intérieur. Donc l'avantage en fait des microscopes, c'est qu'on peut les regarder sous différents grossissements. Donc en général, on va se mettre sur l'étape tapis, où on va regarder justement si toute la surface est recouverte. Quand elle est recouverte, on appelle ça la confluence. Du coup, on sait qu'on peut les récupérer. Mais on peut aller regarder justement plus gros pour voir la morphologie qu'elles ont. Est-ce qu'elles expriment par exemple un gène fluorescent? Vous verrez dans la deuxième étape, il y en a certains qui sont capables de faire de la fluorescence. Le seul mec super balèze, c'est celui qui veut venir essayer. Vous voyez ou pas là? Il y arrive. C'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur j'ai juste changé le... Là, t'es en tu veux aller grossir. Ouais, mais je vais même pas non, pas grossir, je pouvais diminuer la... C'est là, mais c'est ce qu'il faut. Regardez. Mais en fait, parce que t'as pas la netteté. Toi, faut que tu fasses la netteté ici, c'est parce que t'as la netteté sur la caméra. C'est possible de trouver. C'est fait exprès. Ça va pas le casser. C'est fait exprès. Tu vas voir qu'avec les lunettes, Tu veux manipuler, toi? tu vas voir la buée. Ok, bon. Donc là, pour faire la première étape, c'est donc déjà, avant toute chose, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ces cellules. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on veut s'assurer que le tapis est confluent. Aussi, on veut s'assurer qu'on n'a pas de contamination. Parce que si on veut faire un tissu après derrière, on va être sûr qu'il n'y a pas de bactéries ou de champignons qui se sont mis dans nos cultures parce qu'on n'a pas bien travaillé, parce qu'on ne s'est pas bien protégé. Donc avant de commencer, on regarde toujours nos cellules. Ensuite, on va avoir besoin de décoller les cellules. Pour décoller les cellules, on utilise une enzyme qui s'appelle la trypsine. L'étape s'appelle la trypsination. C'est une enzyme qui a la capacité de couper les liens qu'il y a justement entre la boîte et la membrane de la cellule. Cette enzyme, elle fonctionne dans des températures et des pH particuliers. Et elle fonctionne aussi quand il n'y a pas beaucoup de protéines autour d'elle. Donc la première étape, ça va être d'enlever le liquide qui est au-dessus des cellules. Ouais. Donc ça, ce qui montre, c'est une cellule. En fait, là, on voit un tapis cellulaire. Elles sont toutes collées que ça. Ah non. C'est le noyau que...
Donc ce qui est intéressant aussi quand on n'a pas forcément de cinétique, mais quand on a des tapis cellulaires, au début quand elles ont beaucoup d'espace, elles s'étalent énormément. Donc elles sont isolées, on les voit les unes à côté des autres, elles ne se touchent pas. Et au fur et à mesure qu'elles se touchent, elles se resserrent, elles s'organisent. Et puis il va y avoir un moment où elles vont plus du tout pousser parce qu'elles n'ont plus de place pour pouvoir se diviser. Et c'est là où il faut les décoller pour pouvoir continuer à les avoir en bon état. Donc, première étape. Ouais. Tu veux qu'on tripsine sur l'autre du coup, mais on va pas les... Non. Du coup, la tripsination, c'est moi. Je commente ou tu commentes toi-même? Non mais ah, tu dis ce qu'il doit comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Bina. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Je suis ici pour faire un stage de découverte en 3e en fait. Ah mais c'est en 3e. Ouais. Hey. Eh ben, c'est bien. Ah, très bien. Welcome. Merci. Bon alors, en gros là on va te faire manipuler. Donc t'as jamais fait de, t'as jamais passé, t'as jamais utilisé de cellules. Ok. Bon, et ben super. Bon alors attends, tu vas poser le micro du coup. On va te donner la flasque de cellules, cette petite flasque. Ah, on m'entend? On m'entend pas? Donc, tu as la petite flasque. Et donc, la première étape qu'il va falloir que tu fasses, c'est donc, comme disait Emma, c'est que tu aspires tout le liquide qu'il y a à l'intérieur de la flasque. Donc, en gros, pour ça, tu vas te munir d'un pipette boy. Et c'est ça qui permet d'aspirer le liquide quand on le relie à une pipette comme ça. Donc en gros, je vais te montrer comment on fait. Tu peux prendre celui-ci là. En gros, donc ça c'est... tu peux montrer la première. Ouais. Je vais faire un petit laïus en même temps. Donc là, vous voyez, on a mis des gants, on a mis une charlotte, on a mis un machin. Tout ça, on va le jeter après. Elle est en train d'ouvrir une pipette stérile qu'on va jeter après. On va en utiliser au moins 3. On a des tubes stériles qu'on va jeter après. Voilà, c'est pas très éco-friendly. Mais on n'arrive pas à faire autrement pour garder la stérilité et avoir pas de contamination entre les choses. Donc voilà, ça fait partie aussi du truc. Donc il y a une manière aussi de se servir des outils pour que ça reste stérile. L'extérieur des contenants n'est pas stérile, l'intérieur est stérile. T'entendre parce que c'est vachement intéressant. Ouais, j'avoue. Non, je ouais. Bah ouais. Ouais, je pense que c'est pas facile de parler d'expliquer en même temps. En vrai, quand on va pipeter, donc c'est l'opération d'enlever le milieu ou de rajouter du liquide dans les flasques, il y a vraiment une façon de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est-à-dire quand on fait de la culture sel, c'est vraiment une formation. Parce qu'on veut éviter d'avoir des bactéries qui rentrent dans les contenants. Pour pouvoir faire ça, on est obligé de tout faire en perpendiculaire, à 45 degrés. Voilà. Donc là, clairement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est l'objectif. En fait, il faut absolument jamais que la pipette qui est stérile touche quelque chose qui est potentiellement contaminé, c'est-à-dire l'extérieur d'un contenant, la blouse, les mains. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on travaille dans un flux, on a de la stérilité qui arrive au-dessus, on a une filtration de l'air. Donc tout ce qui arrive au-dessus de nos contenants est stérile. C'est pour ça que dès qu'on va mettre quelque chose au travers de ce flux, on va potentiellement le contaminer. Et la technique de pipetage, c'est donc ce qu'elle fait, c'est qu'on pipette toujours en 45 degrés, comme ça on n'a jamais nos mains ou des contenants qui sont au-dessus de la zone qui est stérile. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à apprendre. C'est pas, on va dire, intuitif. C'est pas une façon de travailler qui est intuitive. Donc il faut vraiment la pratiquer pour pouvoir être sûr de maîtriser la contamination. Ouais. Donc là, on a un petit filtre, c'est ce qu'elle montre. On a un petit filtre en haut des pipettes qui permet justement d'assurer la stérilité quand on aspire et quand on rejette
du liquide, il y a de l'air qui va être poussé au travers de ce filtre et qui va donc du coup permettre que l'air qui passe dans la pipette est stérile. Vas-y, ouais, bah, tu peux la faire en parallèle. Bon, allez, je la fais pour montrer. Donc là, on est obligé de préparer les suspensions. La trypsine, du coup. C'est l'enzyme qui permet de couper les liaisons. On va la prédiluer. Alors là, tu peux t'en prendre. Du coup, elle est diluée dans un tampon et le tampon, c'est du PBS, un tampon phosphate qui permet aussi de garder, on va dire, l'isotonie. Dès qu'on va mettre quelque chose sur des cellules, on ne peut pas mettre de l'eau. Si vous mettez de l'eau, en fait, la cellule, elle va se retrouver sous un choc osmotique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir assez de sel autour d'elle et elle va essayer, en fait, justement, de faire un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, elle va finir par exploser ou alors par se resserrer. Donc on les dilue toujours, on les met toujours en contact avec des suspensions où il y a suffisamment de sel, qui sont les concentrations en sel qui sont dans nos fluides biologiques en fait. Donc c'est ce qu'on appelle du PBS là. On va aspirer le milieu. Ouais, là. Maintenant, il faut que tu refasses exactement la même manip, sauf qu'il faut que tu mettes une pipette qui aspire un plus gros volume, parce que là, il y a 10 millilitres à peu près dans cette flasque, donc il faut la pipette qui aspire 10 millilitres. C'est la rouge. C'est là. Donc vas-y, je te laisse remettre ta pipette sur le pipette boy. Voilà, nickel. Et donc pour aspirer le milieu des cellules, on met toujours la flasque comme ceci pour que ce soit plus simple à aspirer tout le liquide qu'il y a ici. Donc normalement, avant de faire tout ça, il faut déboucher le bouchon parce qu'après c'est très compliqué et non mais je te l'ai pas dit donc c'est pas grave. Mais après on prend des habitudes, on arrive à faire ça d'une main. C'est un peu tout un petit processus. Mais là bon, après on n'est pas en condition stérile. Mais... Donc aussi toujours, on pose toujours les bouchons dans ce sens-là. Pour après, quand on le remet, que ça n'ait pas touché une surface sale et qu'on ne remette pas des saletés à l'intérieur de la bouteille. Donc là, tu peux enlever. Et donc tu peux tenir, hein, comme ça c'est plus simple. Et donc ce qui a un peu de pied, tu peux le mettre de travers pour bien voir tout le liquide que tu vas prendre. Tu peux mettre à ta hauteur, hein, si tu veux, c'est plus simple. Et donc, ce qui a un peu de compliqué à chaque fois, c'est que justement, on regarde ici le liquide qu'on aspire, sauf qu'il y a une limite d'aspiration qu'il ne faut surtout pas dépasser, comme disait Emma, parce qu'après, sinon, ça rentre dans notre pipette boy, et après, bah, ça contamine tout. Donc, vas-y, tu peux aller... Je t'ai baissé la vitesse. Donc là, il faut bien aller dans les coins. Pour bien tout aspirer, il faut qu'il n'y ait plus rien. Voilà, bah nickel. Donc là, tu ressors sans toucher. Normalement, sans toucher. Hein, c'est que des. Tu poses ta flasque et tu vas tout rejeter, ton liquide qui ne te sert plus à rien, dans la poubelle biologique qui sert de poubelle à liquide. Donc là, tu appuies sur l'autre, ouais, nickel. Bon, tu peux y aller franco, hein, on s'en fout. Nickel, tu ressors. Et là, normalement, quand on fait ça, en fait, pour chaque manip, chaque aspiration, on utilise à chaque fois une seule pipette. Parce qu'après, bon, aujourd'hui, ouais, on n'en a pas ramené des masses. Donc, tu vas la réutiliser. Ouais, j'avoue. Tu vas la réutiliser. Donc là, la prochaine étape, donc là, tu leur as enlevé leur milieu, donc leur nourriture, pour pouvoir les décoller. Il faut d'abord que tu les rinces. Donc, pour les rincer, tu utilises cette petite solution. Donc tu vas en aspirer 10 millilitres.
Donc tu regardes où c'est, tu peux tourner hein, pour voir peut-être un peu plus vers toi, c'est pas grave. Voilà, donc tu aspires jusqu'à 10 ml. Ouais. Donc pareil, tu peux incliner, comme ça c'est un peu plus simple. Donc tu regardes bien en bas, en haut, jusqu'à 10 ml. Dès que tu es arrivé, tu peux ressortir. Et donc tu vas mettre ça dans la flasque. J'espère qu'on aura encore des cellules. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les cellules sont toutes sèches sur la toilette. Elles n'ont plus de nourriture, donc elles sont là, elles sont dans la panique totale, quoi. Donc en général, on est quand même... on va très vite, ouais, parce que c'est assez... mais c'est pas... C'est fait exprès. C'est t'inquiète, c'est fait exprès. Donc, et il faut surtout remettre donc, comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le tapis, il est là. Hein. Il n'est pas là. Donc du coup, on rince comme ça. Souvent, on fait des petits allers-retours comme ceci pour que ce soit bien rincé pendant environ 10-15 secondes. Et après, on remet comme ça pour réaspirer le liquide de rinçage qu'on va jeter. Tu vas faire un rapport pour ton stage de 3e sur la définition des J'ai utilisé des cellules. Ouais, tu prends tout parce qu'on n'en a plus besoin. Et du coup, quand on n'en a plus besoin, poubelle. Vas-y. Cool. Et maintenant, du coup, c'est l'étape. On va les décrocher. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser quoi? Non, là tu viens de mettre le truc qui nettoie, du coup, bah ouais, bah maintenant, ouais, c'est ça. Donc là, on va mettre 1 millilitre. Mais ça va pas faire... Ça va aller vite. Bah, tu mets 1 ml. Moi, je pense qu'il va aller. Ah, bah attends, on met pas tout de suite dans la place? Complète. Ouais. Et là, on va diluer un petit peu exceptionnellement. Du coup, là, ce que tu vas faire, tu vas pas jeter. Tu vas pas jeter ça là-dedans, mais tu vas aspirer. Ouais, l'explication de pourquoi c'est comme ça, c'est qu'en fait, on veut que vous voyez la trypsination. C'est-à-dire qu'on veut que, sous le microscope, vous voyez le temps que ça prend de décoller les cellules. D'habitude, en fait, ça prend 2 minutes. C'est-à-dire qu'on met 2,5 ml de trypsine. C'est suffisamment en excès pour que les cellules soient décollées très rapidement. Et après, on va arrêter l'action de la trypsine par du sérum, c'est-à-dire en fait une solution qui est hyper concentrée en protéines et qui va saturer la trypsine dans son action. Là, vu qu'on veut que vous le voyez, on va la diluer beaucoup pour qu'on ait le temps de voir le moment où les cellules se détachent petit à petit. Vous avez vu le tapis qui est bien confluent. À la fin, on devrait avoir une suspension avec des cellules rondes, vraiment isolées les unes des autres. C'est ça qu'on cherche. Là, à partir du moment où je vais la mettre à l'horizontale, la trypsine qu'il y a là, elle va toucher toutes les cellules qui sont ici. Et donc, ça va commencer l'étape de décrochement des cellules. Donc, à partir du moment où on la met à l'horizontale, on compte et on regarde au microscope. Stress. Et du coup, nous, on met toujours un minuteur parce que du coup, on veut savoir justement si on décolle en 2 minutes, c'est vraiment précis. Il faut que ça soit pas plus que 2 minutes parce qu'une trypsine, en fait, c'est une enzyme qui peut couper différentes liaisons. Quand elle a fini de décrocher les cellules, elle se met à couper le reste. Donc si on la laisse pendant 10 minutes, un quart d'heure dans de la trypsine, finalement, ça va dégrader la qualité cellulaire. Donc on ne veut pas, en fait, avoir un effet inverse et du coup perdre la cellule. C'est le temps. Ah ouais. Donc on va les regarder. J'espère que vous êtes patients, ça peut durer 2 heures. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Donc du coup, on avait prévu aussi de vous montrer des cardiomyocytes qui battent. Parce qu'on fait des tissus à partir de cellules souches qui s'appellent IPS, pluripotentes, des cellules souches pluripotentes.
Et on voulait vous montrer ça, donc elles étaient quasiment prêtes, mais elles ne battaient pas aujourd'hui. Donc en fait, je vais vous montrer ce que ça fait d'habitude, pendant ce temps-là. Voilà. C'est la même chose, hein, c'est un tapis de cellules. C'est pas tout à fait les mêmes. Elles sont cultivées sur un gel spécifique. Et en fait, on les cultive, on les différencie en cardiomyocytes, donc des cellules de cœur. Et en fait, elles vont commencer à s'assembler ensemble, se faire des copines, se mettre en cluster comme ça, donc des gros clusters. Et quand on va leur mettre de l'insuline, elles vont commencer à battre toutes seules. Donc c'est ce qu'on va voir là. Alors c'est pas des battements de cœur très réguliers, mais vous allez voir que on va voir à un moment. Hop, voilà. Ça c'est des battements de cellules cardiaques. Deux choses. On se dit ça va être super impressionnant, etc. En fait, non. Il se passe quasiment rien. Normal, hein, parce qu'il y a quelques cellules et c'est pas du tout organisé. Mais quand même, on les a pas organisées nous-mêmes et elles sont organisées toutes seules. Et elles ont une fonction. Pourquoi je voulais vous montrer ça aussi, c'est que quand on va vous dire dans la presse ou à la télé qu'il y a des gens qui ont imprimé un cœur, etc. Voilà. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est ça. Donc 1000 cellules ensemble qui battent une fois toutes les 20 minutes, c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. Et ça sert à quoi? Bah, ça sert à quoi? Pour l'instant, ça sert à rien. Clairement, ça ne sert absolument à rien. Si ce n'est, là, c'est plutôt un projet, ça commence à déconner. C'est un projet plutôt sur essayer d'imprimer des cellules pathologiques pour voir les problèmes de synchronisation des cellules entre elles pour battre. Donc c'est plutôt des projets comme ça. Refaire un cœur avec ce genre de choses-là, clairement c'est pas quelque chose d'envisageable pour l'instant, même un morceau de cœur. Donc ça c'est la tripsination, on va dire. Donc du coup vous commencez à voir, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, elles étaient bien alignées, donc vous commencez à voir qu'elles se décollent et du coup en fait elles perdent leur morphologie filiforme. Donc vous voyez par exemple ici celle-ci, à mon avis si on secoue la boîte, elle est décrochée, donc elle va se remettre en suspension. Donc nous ce qui est important c'est quand on fait une trypsination, c'est qu'on arrive à récupérer un maximum de cellules. Ça, c'est, comme on vous l'a dit, c'est déjà assez contraignant, coûteux, etc. Donc on veut vraiment avoir une trypsination où on va récupérer 100% de nos cellules. Donc c'est vraiment important d'ajuster justement cette concentration de trypsine, le temps, etc. pour avoir un maximum de cellules sans les dégrader. Donc je pense là on va pouvoir attendre encore 1 ou 2 minutes et on va les décrocher. Donc pour les décrocher on tapote la boîte. Donc là vraiment on va les mettre en suspension. Une fois qu'elles seront en suspension il va falloir arrêter l'action de la trypsine. Donc là c'est Chloé qui va le faire. Et pour arrêter l'action de la trypsine, je vous ai dit, on met une suspension chargée en protéines. Donc là, c'est du milieu de culture où on a du sérum dedans. Et là, la trypsine va se retrouver à devoir couper des liaisons, mais plutôt de protéines que les liaisons qui sont entre les cellules et la boîte. Une fois qu'on a cette suspension de cellules, finalement, on a besoin de savoir comment on va les réensemencer, comment on va les remettre en culture, parce qu'on a besoin de les diluer. Et donc, une étape importante, c'est de les compter. Donc de la même façon, sous le microscope, on va les compter. Et pour les compter, on a ces espèces de petites on va dire, cartouches, je ne sais pas comment expliquer, où il y a une chambre qui est calibrée. On a un volume précis dans cette chambre. Et il va y avoir une petite grille, vous allez voir. Et dans cette grille, on va avoir un volume calibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est capable de compter dans un volume calibré, on sait la concentration, finalement la quantité de cellules dans ce volume, la concentration de cellules. Et c'est comme ça qu'on arrive à suivre la quantité de cellules qu'on a dans nos cultures cellulaires. Donc on les compte, on calcule combien on a besoin de cellules pour en ensemencer ou pour pouvoir faire un test de toxicité ou une bioencre, etc. Et on dilue pour remettre en culture dans une nouvelle flasque qui est propre et qui ne contient pas de cellules. Voilà. C'est ça l'étape de trypsination jusqu'à la fin. Donc là, Chloé, elle a fait la manip. Ah non. Oh bah là. Donc là, déjà, on a vu qu'il y en a qui sont décrochés. Tu les as tapés ou pas? Non, mais j'ai remis un peu de trypsine. En fait, plus on met de trypsine et plus l'action elle est forte, plus elles vont se décrocher vite, quoi. Donc là, donc là, clairement, elles sont quasi toutes décrochées. Donc à partir de ce moment, normalement, il faut aller très vite, sinon elles n'aiment pas trop du coup. Elles commencent toutes à mourir là.
hop, il faut le milieu de culture qu'on sort avant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le milieu de culture est rose parce que le rose vient de l'indicateur coloré qui marque le pH. D'accord? Donc là, il est très rose. Très rose, ça veut dire qu'il est plutôt basique. Et quand on le met dans l'incubateur où il y a du CO2 dedans, en fait, il va avoir tendance à avoir une couleur plutôt orangée. Orangé, ça veut dire qu'on est à la bon pH. Si on arrive un matin et qu'on a un milieu qui est jaune, donc très très acide, en général, ça veut dire que soit vous avez eu un problème dans votre incubateur, mais c'est rare, ou alors que vous avez eu une contamination bactérienne, parce que les bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent du sucre, elles produisent des acides. Donc en général, quand on voit qu'on a un milieu qui est jaune de cette couleur-là, surtout on n'ouvre pas la boîte, on va la regarder au microscope, on vérifie qu'on a une contamination et après on les part en procédure de décontamination. Donc, tu dis là, je pense qu'il y a 1,5 million de cellules là. Tout ça dans la boîte? Oui, ouais. Ça suffit à faire 8 millilitres d'encre. Et après, l'encre qu'on va imprimer, donc vous pourrez venir voir là, dans la boîte ici, vous pourrez toucher, c'est l'encre avec des cellules imprimées après plusieurs jours. On va mettre 1 million de cellules dans de l'encre. Et en fait, à la fin, on va vouloir qu'il y ait 50 millions de cellules. Donc, il faut que les cellules, elles se multiplient dans l'encre. Donc c'est l'idée aussi d'avoir peu de cellules, par exemple du patient, pour lui refaire des grandes surfaces de peau. Donc si on voulait refaire une grande peau comme ça, avec toutes les cellules qu'il y a à la fin, il nous faudrait peut-être 20 ou 30 ou 40 boîtes de cellules comme ça. L'idée, c'est d'avoir des cellules qui poussent, qui prolifèrent à l'intérieur de ce qu'on va imprimer, parce qu'on ne peut pas avoir assez de cellules pour refaire un tissu complet directement au départ. Juste avant, vous avez sans doute vu, il y avait à l'écran, il y avait des cellules qui étaient vertes. Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu? Je vais les regarder. Donc des cellules vertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des cellules qu'on a modifiées génétiquement. Vas-y, je te laisse. Pour qu'elles expriment, qu'elles produisent une protéine qui est fluorescente. Donc c'est pas vert en fait, c'est vert parce que ça émet de la fluorescence. Sur le... Voilà, là, vous allez les voir. Voilà, donc chacun de... C'est un peu la même morphologie que tout à l'heure. On a des cellules allongées ici, sauf qu'à l'intérieur, il y a une protéine fluorescente qui est produite. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour faire des tissus fluorescents, ça ne nous intéresse pas. C'est plutôt pour optimiser ou faire des suivis de viabilité. Tant que la cellule est vivante, eh ben, elle fait de la protéine fluorescente. Quand elle va être morte, elle n'en fera plus. Donc ça nous permet de tester des choses, de voir comment ça se fonctionne, etc. Et aussi, ça nous permet, comme on fait des tissus épais et des choses un peu grosses, où on va plus pouvoir voir les cellules à l'intérieur, on va voir si le tissu, lui, est fluorescent. S'il est fluorescent, ça veut dire qu'il y a des cellules à l'intérieur, etc. Donc c'est, cette fois-ci, plus des cellules qui viennent de patients, c'est des cellules qu'on a modifiées. On a inséré un gène dans leur chromosome pour que ça fasse une protéine qui n'est pas d'habitude dans les cellules. Donc ça, c'est un outil, des cellules qu'on utilise comme des outils, en fait, pour aller vérifier des choses in vitro. C'est quoi la suite? Le comptage. Vous n'avez toujours pas de questions? Ça, c'est les charlottes, hein. Je vous avais dit, les charlottes, tout de suite, c'est hyper sérieux. Qu'est-ce qui fait arrêter la trypsine? Alors, du coup, c'est ce que disait Emma. En fait, la trypsine, c'est une enzyme qui coupe les protéines. Donc, on l'arrête pas. En fait, on la sature. Donc, on met plein de protéines. C'est le sérum qu'on met. On met plein de protéines, comme ça, elle coupe partout, et elle oublie de faire les cellules. Et du coup, ça arrête d'abîmer les cellules. Et après, on enlève
coupe sur la jambe, on garde un culot de cellules, et puis on reprend ça dans le milieu, il n'y a plus de trypsine. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Alors il y a des inhibiteurs aussi, il y a des stoppers, des solutions spéciales, mais le mieux c'est le cerveau. Tu disais quoi? Ouais. Attends, il faut que je te remette. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la grille qui permet de compter les cellules. Donc là, il y a deux, sur ces lames-là, on a deux, il y a deux espaces pour compter. Donc il y en a un où j'ai rien déposé et l'autre où j'ai déposé des cellules. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'on est sur la grille où il y a rien. Oui, c'est fait exprès. Non mais, tu dérailles à chaque fois. Ah d'accord. Ok, pardon. Donc ça c'est la grille, et donc ça c'est une grille qui fait 1 microlitre. Donc elle est calibrée, le constructeur, le fabricant en fait de la lamelle a calibré le volume qui est entre la lame, le bas, et la lamelle qui est au-dessus. Quand on dépose et qu'on remplit de liquide, on a 1 microlitre. Donc maintenant je vais vous montrer la tête que ça a avec les cellules. Donc vous voyez, elles n'ont pas du tout la même morphologie que tout à l'heure. Dès qu'elles sont trypsinées, elles reprennent une forme ronde. Et donc du coup, on va aller... donc on a des compteurs de cellules. Je ne sais pas si on les a pris, on les a pas pris peut-être. Si, on l'a. Parce que là, vous n'en avez pas beaucoup, mais des fois, vous en avez comme 200 ou 300 par ligne. C'est-à-dire que nous, on peut compter soit sur toute la grille, soit sur une ligne. Et on peut se retrouver avec 200 ou 300 lignes par ligne. Donc là, si vous commencez à compter deux têtes, 1, 2, 3, 4, 10, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Donc on a des petits compteurs, comme quand vous êtes dans le métro, là, les gens qui vous comptent, bah, nous on compte des cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de truc. C'est quand même pas mal pratique. Faut pas plier plus vite que ce qu'on voit parce que... Donc ça c'est intéressant parce que en fait quand on compte entre différentes personnes, on sait qu'il y a énormément de variabilité sur les comptages cellulaires. Quand on prend le même échantillon, la même grille et qu'on le fait compter par deux personnes différentes, vous pouvez être sûr qu'il y a déjà 10% d'écart entre les numérations. Donc quand on fait des manipulations, c'est bien, ça c'est ce qu'on appelle la variabilité opérateur dépendant. En fait, on se rend compte que une personne, elle a une façon de travailler. Typiquement, elle va mettre 2 minutes à trypsiner ou 2 minutes 50. Donc ces cellules vont être dans un certain état. Si on change et qu'on transfère la manip à quelqu'un d'autre, peut-être le résultat aura rien à voir. Tout simplement parce que c'est des systèmes biologiques qui sont quand même sensibles, encore plus quand on travaille avec des cellules primaires. Donc on a quand même un effet opérateur qui peut être important. Voilà. Donc là, nous, techniquement, on aurait compté les cellules, donc on aurait calculé la concentration qu'il y avait dans la... De quoi? On les compte ou les compte? Bah tu les comptes si tu veux. Quelqu'un veut les compter, hein? Quelqu'un veut s'amuser à les compter? Allez. Attention, il y en a 2 millions. Faites pas votre... Donc on compte... En vrai, on peut les compter. On compte juste celles qui sont dans une bande comme ça. Bah non, en vrai, là, on va compterait compter tout. plusieurs bandes parce que là... Il y a des critères pour compter aussi. En fait, on est obligé de compter. Enfin, on est obligé. Il vaut mieux compter entre 20 et 200 cellules justement pour les questions de reproductibilité. Il me semble que le CNRS veut compter là. Il me semble qu'il y a quelqu'un du CNRS qui voudrait faire le comptage. En fait, on pourrait le chanter, ça fait comme une portée. Ah oui, ça fait une portée, ouais, c'est vrai. Putain, c'est ça qu'on va faire. N'importe quoi. Une analyse avec Bref. Donc du coup, en général, on arrive à sortir... Vous voulez les compter ou pas? Bah si personne veut compter. Bon. Toi, lui, il a commencé la manip. C'est quand même ces cellules là. Allez, viens compter tes cellules. Non, merci. C'est vrai, c'est quand même relativement embêtant, on va dire. C'est pas la partie la plus sympa, mais c'est obligatoire. Donc du coup, en général, quand on a une culture comme ça, pour pouvoir la remettre en culture, c'est-à-dire pour pouvoir partir d'une boîte à confluence et la remettre en culture, c'est 1 semaine de culture pour arriver à avoir une boîte à confluence. Donc ça veut dire qu'on ensemence, on laisse 1 semaine dans l'incubateur et on peut les utiliser uniquement au bout d'1 semaine. Et donc là, on va faire une dilution au quart, c'est-à-dire qu'à partir d'une boîte, je vais remettre des cellules de cette suspension, je vais en mettre 1/4 et elles vont être bien pour pouvoir repartir en croissance. Donc à partir d'une boîte, on peut en faire 4 et c'est comme ça qu'on calcule, nous, qu'on dimensionne nos manifs et qu'on planifie. Pour pouvoir faire un tissu de cette dimension-là, il va nous falloir 8 ml
de bio-encre, donc ça correspond à tant de boîtes et il va nous falloir peut-être 2 semaines ou 3 semaines de culture avant de pouvoir faire une impression. Voilà. Pardon? Vous en avez trouvé 7 à 8? Ouais, donc c'est pour ça que typiquement sur ce genre de cellules, en fait, on va compter toute la grille pour pouvoir en avoir une centaine. Si vous comptez 7 à 8, il y a 10 lignes, ça veut dire qu'on a à peu près 80 cellules sur toute la grille. Et donc du coup, à ce moment-là, on est dans les bonnes valeurs, en fait, pour pouvoir avoir des valeurs fiables. Et théoriquement, on dit statistiquement, il faudrait compter 4 fois entre 20 et 200 cellules pour avoir moins de 15% d'erreurs sur la manip. Donc voilà, à chaque fois qu'on fait une manip, on est obligé de faire 4 comptages, donc 4 dépôts. Donc si vous voulez venir voir les impressions de peau, les toucher, les regarder, faites-vous plaisir. Oui, la dernière étape, c'est ça. Vous pouvez revenir voir les microscopes, toucher ça. Vous essuyez les mains après. De toute façon, c'est plus stérile. On va remettre la clé. Je savais pas qu'il y avait Ouais. Tu veux pas toucher la peau? Hein? Tu veux pas toucher la peau? Et puis des questions. Non, moi je les ai touchés du coup. Je dirais de la gélatine.